Fusion de l'Union progressiste et du Parti du Renouveau démocratique en un seul parti politique. Quelles peuvent être les conséquences d'un mariage entre le PRD et l'Union progressiste? Que gagnent les deux partis politiques en fusion? Nous avons donc posé la question à l'analyste géopolitique Morgan Asogba. Son analyse est à suivre. L'allaitement maternel est le meilleur moyen d'apporter aux nouveau-nés des nutriments dont ils ont besoin. Les avantages de l'allaitement maternel exclusif chez la mère et l'enfant sont à suivre dans ce journal. Et puis en interactualité, les Kenyans sont aux urnes. Ils élisent ce mardi leur 5e dirigeant depuis l'indépendance du pays en 1963. Voilà pour le sommaire de développement dans un instant. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur Speedline Télévision. La Cour de répression et des infractions économiques et du terrorisme se dote désormais d'une chambre des infractions à raison du cesse des personnes. Cela fait suite à la modification de la loi instituant la CRIET qui s'occupait uniquement des dossiers de corruption et du terrorisme. Quel est alors le rôle de cette chambre et son lien avec l'Institut national de la femme du Bénin? La réponse dans ce reportage de Romaric Dossa et Jean Lobo. À la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, une femme vient d'être nommée au poste de présidente de la Chambre de répression des infractions à raison du cesse. La nouvelle est tombée à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi 3 août 2022. Elle a pour nom Cédrina Donon. Cette nouvelle chambre au sein de la CRIET a ainsi sa première autorité. La CRIET, déjà, le procureur spécial, faisait déjà de gros efforts pour que les affaires, les infractions commises à raison du sexe soient assez rapidement instruites, que l'on sache ce qui relève du délit, ce qui relève du crime, etc. Mais là, maintenant, avec l'installation de la présidente, il va y avoir encore plus d'organisation, encore plus de célérité. La spécificité, justement, c'est de juger les cas de viol sur mineurs de moins de 13 ans, atteinte sexuelle sur mineurs de moins de 13 ans, mariage précoce, mariage forcé, harcèlement sexuel des enseignants sur des apprenants. Voilà les infractions dont cette chambre sera saisie. Et également des cas d'infractions commises à raison du sexe qui impliquent comme auteur des mineurs. Donc, un garçon qui n'a pas 18 ans, qui viole une fille de moins de 13 ans, son dossier ira devant cette chambre. Mais si un garçon mineur de plus de 13 ans viole une fille mineure de plus de 13 ans, ça va retourner devant les juridictions ordinaires. Donc, il faut bien garder à l'esprit que c'est des infractions spécifiques qui sont jugées devant la CRIET. Selon la secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme, l'INF jouera auprès de la Chambre de répression des infractions à raison du sexe le rôle de défenseur des victimes. L'Institut peut donc se constituer partie civile aux côtés de ces derniers. Au niveau de la Chambre, si la présidente est saisie d'un dossier, par exemple, dont elle estime que cette victime a besoin d'être soutenue par l'Institut, il lui faut de l'aide psychosociale, il lui faut, etc., ou c'est une victime, si on ne paye pas les frais de son transport, c'est peut-être une victime qui est Niki, une mineure qui a été violée, une mineure de 10 ans qui a été violée à Niki. Le dossier doit venir à la CRIET. Donc l'Institut national de la femme va payer les frais de transport de la victime. Comme c'est une mineure, elle sera accompagnée. L'Institut va payer ça, l'Institut va lui assurer sa restauration pendant son séjour. Généralement, la personne vient la veille, puis à l'audience, le temps que l'audience finisse, peut peut-être pas retourner à Niki, donc il faut que la personne reste quelque part, et ensuite il faut qu'on paye son retour. L'Institut national de la femme va faire ça. C'est ça qui va permettre qu'il n'y ait pas, l'argent pour se déplacer ne constitue pas une barrière pour empêcher la victime de Niki de bénéficier des services de l'Institut ainsi que de la justice de la CRIET par rapport à quelqu'un qui a été violé à Cotonou. Vous comprenez donc que l'Institut va entretenir des liens très étroits
avec cette chambre-là et avec sa présidente. À noter que la loi sur les infractions à raison du sexe réprime à la fois les infractions commises sur l'homme et sur la femme. Fusion de l'Union progressiste et du Parti du renouveau démocratique en un seul parti politique, c'est vers quoi les responsables des deux formations souhaitent aller pour bien aborder la bataille électorale de janvier 2023. Une rencontre s'est même déroulée le week-end écoulé entre les deux présidents des partis politiques en discussion des modalités de cette fusion. Mais quelles peuvent être les conséquences d'un mariage entre le PRD et l'Union progressiste? Que gagnent les deux partis politiques en se fusionnant? Nous avons posé la question à l'analyste géopolitique Morgan Asogba. Son analyse dans ce reportage de Kenneth Egawi et Mathieu Soso. Le grand parti unifié dont nous parlons pourra être déjà mis sur pied et pourra se présenter en tant que parti politique aux prochaines élections législatives. L'union sera bientôt scellée. Le Parti du renouveau démocratique sera bel et bien de la course aux législatives de 2023. Quoique cette fois-ci, le parti de Maître Adrien Roumbédi cheminera avec l'Union progressiste, leader incontestable de la scène politique. Selon l'analyste géopolitique Morgan Asogba, ce n'est pas une preuve de faiblesse du PRD sur l'échiquier politique national, encore moins de sa disparition. L'union, la fusion ne serait pas l'élément qui vient mettre à nu soit la capacité ou l'incapacité, mais c'est déjà même l'existence au fil des années et la capacité de ce parti politique à pouvoir avoir une majorité au Parlement ou à pouvoir être suffisamment présent dans les différentes instances de gouvernance, que ce soit départementale ou sur le plan national. Et quand vous faites le bilan, c'est difficile de parler d'une capacité à pouvoir conquérir l'électorat sur le plan national, mais il faut retenir que le PRD reste quand même assez présent dans ces différents fiefs. Cependant, une fusion du PRD et de l'Union progressiste ne serait pas sans conséquence pour ces deux formations politiques. Sur le plan stratégique, c'est un atout important. Mais sur le plan représentatif en matière d'identité du parti, cela reste quelque chose de difficile à apprécier puisque on aura la naissance d'un nouveau parti qui ne sera ni l'UP ni le PRD. Mais nous n'allons pas rester et demeurer dans des spéculations. Nous allons seulement constater le fait que les deux partis ensemble auront une capacité meilleure et probablement vont apporter une animation de la vie politique beaucoup plus pertinente. En dehors des conséquences, cette fusion et la naissance d'une nouvelle formation politique sera tout de même bénéfique pour l'Union progressiste que pour le PRD, surtout au regard des prochains défis politiques qui se pointent à l'horizon. Les acteurs de la vie politique du PRD qui vont se retrouver dans l'UP auront l'opportunité d'être aux affaires, de participer dans une certaine dynamique à l'animation de la vie politique. Cela pourrait être aussi gagnant pour l'UP parce que l'UP aura une présence nationale beaucoup plus imposante. Parce que le fief du PRD reste et demeure jusqu'à ce jour le fief du PRD. De mémoire, pas d'énormes partis politiques ont pu remporter des victoires dans ce fief du PRD. Le PRD a toujours su marquer sa présence à un niveau très élevé. Donc c'est un plus pour l'UP que d'avoir cette opportunité des acteurs politiques du PRD. Loin des avantages et conséquences des fusions entre blocs politiques, comme cela fut le cas de l'UDBN et du bloc républicain, l'on est bien en raison de se demander si ce ne sont pas déjà les failles du système partisan qui s'observent. L'analyste géopolitique nuance. Ce n'est pas un échec sur le plan de la stratégie ou de la dynamique politique dans laquelle s'inscrit le Bénin. Une dynamique qui veut qu'on ait des partis politiques suffisamment forts et bien installés pour pouvoir animer la vie politique dans une philosophie ou une dynamique idéologique donnée. Sur ce plan, on ne parlera pas d'échec. Mais s'il s'agit de regarder l'aspect de la multiplicité des partis comme étant le signe d'une vitalité démocratique, on pourrait se permettre de parler d'échec. Mais nous sommes dans une dynamique où même les plus grandes démocraties s'évertuent à avoir des partis suffisamment forts et importants dans leur animation de la vie politique.
Pour survivre, tout parti politique a l'obligation d'avoir une représentation conséquente sur tout le territoire national, mais aussi de pouvoir aller sur des terrains de combat politique et aboutir à des résultats en ce qui concerne la conquête de l'électorat, estime Morgan Asogba. Une dynamique dans laquelle s'inscrit peut-être la démarche du PRD et de l'Union progressiste. La direction départementale de la santé du Borgou change de patron. Après 32 mois de gestion, Ibrahim Mama Sissé passe le témoin à Virgile Rompé. Le cérémonial consacré à cette prise de charge s'est déroulé au CHUD Borgou Alibori. Reportage. Une poignée de main pour saluer les prouesses sanitaires, administratives et sociales du directeur sortant. Je viens par la présente vous remercier tous, c'est une grâce. Mais nous n'avons pas la prétention d'avoir tout fait. En ce jour de passage de témoin, je ne puis rendre grâce qu'à Dieu qui m'a donné la force et l'énergie nécessaires. Je remercie le ministre de la Santé, le professeur Benjamin Humpati, qui m'a fait confiance en me proposant à ce poste. Je remercie le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, qui a accepté cette proposition. Maintenir le cap pour encore plus de performances, le directeur entrant prend l'engagement. Nous allons œuvrer afin que chaque acteur fasse son travail de manière réactive, juste, efficace et redevable dans la discipline et le respect de l'autorité. Votre arrivée à la tête du département du Borgou a opéré des changements qualitatifs. C'est le moment de vous remercier pour les loyaux services rendus à toute la nation entière. Quant au directeur départemental de la santé entrant, votre nomination à la tête de cette direction n'est que la consécration de vos différentes performances issues des différentes évaluations des médecins coordonnateurs des zones sanitaires. Ce changement a été acté par le Conseil des ministres du 3 août dernier. Où en est le plan de travail annuel du ministère de l'Industrie et du Commerce? Après 6 mois d'exécution, quel est le point des objectifs atteints, les défis à relever et quels sont donc les moyens nécessaires pour y arriver? C'est le principal sujet au menu de la revue du plan de travail annuel. Les précisions. Bilan à mi-parcours du plan de travail annuel 2022 au ministère de l'Industrie et du Commerce. L'exercice vise à identifier les difficultés rencontrées et les mesures correctives qui s'imposent. C'est donc le lieu pour nous, après 6 mois d'exécution du PTA, que nous puissions ensemble voir si nous sommes restés fidèles à nos engagements pour l'atteinte des objectifs au 31 décembre 2022. Lors des travaux, il ressort que le taux d'exécution initialement prévu n'a pu être atteint. Il sera question de prendre un arrêté que nous appelons aujourd'hui l'arrêté de fongibilité asymétrique pour revoir un peu l'organisation de notre budget. Ça va nous aider beaucoup à aller de l'avant. Le bilan du premier semestre ainsi effectué, les acteurs du ministère de l'Industrie et du Commerce repartent sur de nouvelles bases. Et ce dimanche 7 août 2022, c'était donc la clôture de la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Elle est organisée chaque année du 1er au 7 août dans plus de 170 pays pour promouvoir cette pratique afin que les nourrissons du monde entier soient en meilleure santé. Les avantages de l'allaitement maternel exclusif chez la mère et l'enfant sont à suivre dans ce reportage de Olive Biaou. L'allaitement maternel, un geste qui consiste pour une femme à nourrir son enfant grâce au lait produit par ses seins. Il est très important pour la croissance du nouveau-né et présente de nombreux avantages pour ce dernier.
L'allaitement maternel présente également de nombreux avantages chez la mère. Il permet de créer un lien entre la mère et l'enfant. Il existe deux types d'allaitement, l'allaitement maternel exclusif et l'allaitement mixte. Il est donc important de nourrir exclusivement son bébé durant une période de 6 mois pour lui assurer une très bonne croissance et une bonne santé. Et puis en interactualité, je l'annonçais dans les titres, les Kenyans sont appelés aux urnes ce mardi 9 août 2022 pour désigner au suffrage universel direct leur nouveau président. Il s'agira du 5e dirigeant depuis l'indépendance du pays. En 1963, sur les 17 candidatures initiales, seules 4 ont été validées par la commission électorale. Il s'agit du plus petit nombre de candidatures à la présidentielle depuis l'instauration du multipartisme au début des années 90. Reportage. C'est un jour important pour le Kenya. Ce mardi, plus de 22 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour désigner un successeur à Uhuru Kenyatta. Les bureaux de vote ont ouvert tôt, à 6 h heure locale, et fermeront vers 17 h. 4 candidats sont en lice, mais c'est surtout entre Raila Odinga, candidat pour la 5e fois et soutenu par Uhuru Kenyatta, et le vice-président William Ruto que le combat semble se jouer. Le pays aux 56 millions d'habitants attend beaucoup de ce scrutin dans un contexte de crise économique et sociale. Le manque d'emploi est au centre de ces élections, notamment pour la jeunesse qui représente plus des 3/4 de la population du pays et dont le chômage a doublé ces 5 dernières années. Outre l'élection présidentielle, les électeurs doivent élire leurs députés, sénateurs, gouverneurs de comté et membres des assemblées de comté. En tout, 6 bulletins doivent être apposés dans l'urne. La commission électorale kenyane est sous pression pour garantir des élections sans irrégularité ni violence meurtrière dans un pays marqué par une crise post-électorale en 2007-2008 où plus de 1000 personnes avaient perdu la vie.
Le chef de la junte au Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, a signé lundi au Qatar un accord avec une quarantaine de factions rebelles sur l'ouverture d'un dialogue national pour la paix le 20 août 2022 à N'Djamena, auquel deux importants groupes rebelles ont refusé de participer. Reportage. Le président tchadien de transition a signé au Qatar un accord avec une quarantaine de groupes rebelles sur l'ouverture d'un dialogue national pour la paix. L'événement se tiendra dans la capitale N'Djamena le 20 août, mais deux des principaux groupes rebelles ont refusé d'y participer. Mahamat Idriss Déby a salué cet accord qui, selon lui, délivre le pays des démons de la guerre fratricide et répare les fissures du passé. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a quant à lui qualifié le texte de moment clé pour le peuple tchadien. L'arrangement prévoit notamment un cessez-le-feu général entre les autorités et les groupes signataires, censé ouvrir la voie au retour à un pouvoir civil. Depuis 5 mois, divers acteurs tchadiens négocient sous l'égide du Qatar pour mettre fin à des décennies d'instabilité dans ce pays qui compte 16 millions d'habitants. Mais certains mouvements rebelles ont décidé de ne pas signer l'accord, à commencer par l'un des principaux, le FACT, qui était à l'origine de l'attaque ayant conduit à la mort en avril 2021 d'Idriss Déby Itno, qui a dirigé le Tchad pendant 30 ans. L'accord de Doha intervient alors que Mahamat Idriss Déby laisse planer le doute sur un report de la présidentielle prévu en octobre. À son arrivée au pouvoir, il avait promis des élections au terme de 18 mois de transition. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a entamé dimanche une tournée africaine par l'Afrique du Sud pour tenter de rapprocher la diplomatie de ce pays du camp occidental. Une tournée pour renouer donc avec le continent afin de définitivement tourner la page Trump et contrebalancer donc l'influence de la Russie et de la Chine. Reportage. Le chef de la diplomatie américaine est de retour sur le continent. Pour sa seconde tournée africaine, Antony Blinken a commencé par l'Afrique du Sud, pays qui depuis le début du conflit en Ukraine a adopté une position neutre et refusé de condamner la Russie. La visite du secrétaire d'État américain vise notamment à rapprocher l'Afrique du Sud du camp occidental. Le mouvement actuel, qui a suscité une incertitude et une peur généralisée, exige de nous tous, en tant que dirigeants, que nous nous réunissions et que nous tracions une voie à suivre qui donnera espoir et inspiration à nos peuples respectifs. Nous devons veiller à ce que les engagements que nous prenons aux Nations Unies, au G7 et au G20, notamment en ce qui concerne l'insécurité alimentaire, la santé mondiale, la paix et la sécurité, la transition énergétique durable et juste, ainsi que la sécurité humaine, soient réellement pris en compte. Antony Blinken a tenu à rappeler l'importance du positionnement de l'Afrique du Sud. Ce que l'Afrique du Sud dit, ce que l'Afrique du Sud fait, a de puissantes répercussions mondiales. Et cela fait de ce dialogue stratégique un forum vital qui marque un engagement sérieux de nos deux gouvernements dans cette relation bilatérale et dans le travail que nous faisons ensemble, non seulement entre nous, mais aussi au niveau régional et mondial. Ce déplacement, qui le mènera ensuite en RDC et au Rwanda, vise notamment à contrecarrer l'influence russe sur le continent africain. Et ce journal se poursuit. Les États membres de l'Union européenne sont convenus de réduire leur demande de gaz à 15% par rapport à leur consommation moyenne au cours des 5 dernières années, entre le 1er août 2022 et le 31 mars 2023, en ayant recours aux mesures de leur choix. Objectif du plan adopté il y a 2 semaines et qui entre en vigueur ce mardi, préparer l'Union à un éventuel arrêt de l'approvisionnement russe. Reportage. Les 27 membres de l'Union européenne sont dans les starting blocks dans une course visant à réduire de 15% leur consommation de gaz naturel d'ici au 31 mars de l'année prochaine. Objectif du plan adopté il y a 2 semaines et qui entre en vigueur ce mardi sur la base du volontariat, préparer l'Union à un éventuel arrêt des approvisionnements russes. Car comme la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, l'a rappelé il y a quelques jours,
l'Europe doit se préparer à la pire des situations. Ces derniers mois, Moscou a en effet considérablement réduit ses livraisons de gaz aux pays de l'UE, dans ce qui est considéré par Bruxelles comme une mesure de rétorsion. Après l'invasion de l'Ukraine, la Russie s'est vue infliger de nombreuses sanctions, dont l'arrêt des achats de charbon et de pétrole par les Européens. Mais la question du gaz est plus sensible. Certains pays, comme la Hongrie, sont fortement dépendants des importations de gaz russe et ont demandé à être exemptés des nouvelles mesures qui peuvent devenir obligatoires en cas de risque de pénurie. L'Allemagne, qui représente à elle seule environ 40% du gaz russe importé par l'UE, envisage de son côté de prolonger l'exploitation des centrales nucléaires encore en activité dans le pays. Et puis en Ukraine, le site de la centrale nucléaire de Zaporijia a été bombardé pour la deuxième fois en peu de 24 heures. Ce week-end, donc, tandis que 4 nouveaux cargos chargés de céréales cruciales pour la sécurité alimentaire mondiale ont quitté donc dimanche des ports ukrainiens. Reportage. En Ukraine, les attaques russes ont fait au moins 5 morts parmi les civils dans la région de Donetsk ce week-end, selon les autorités locales. Le Donbass, la région de Kharkiv et le sud du pays sont toujours le théâtre d'affrontements et de bombardements incessants. Autre sujet d'inquiétude, la centrale nucléaire de Zaporijia, tenue par les forces russes depuis plusieurs mois, a été visée 2 fois en 24 heures par des frappes. Des détecteurs de surveillance de radiation ont notamment été endommagés. Les deux camps s'accusent mutuellement. En marge des combats, l'actrice américaine Jessica Chastain s'est rendue à Kiev pour visiter le service de cancérologie d'un hôpital pour enfants. Depuis le début du conflit, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accueilli plusieurs stars hollywoodiennes, Ben Stiller, Sean Penn ou encore Angelina Jolie, pour mettre en lumière la situation critique de son peuple. Pendant ce temps, la reprise de l'exportation de céréales ukrainiennes se confirme. 4 nouveaux navires ont quitté ce dimanche les ports d'Odessa et de Tchernomorsk, et ce, grâce à l'accord signé avec la Turquie et les Nations Unies le mois dernier. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette session d'information sur votre télévision préférée, Speedline Télévision. Et merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien, restez fidèles au programme de Speedline TV. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes, Facebook, YouTube également, et sur le www.speedlinetvbenin.com. Portez-vous bien, prenez soin de vous, des autres également, et que Dieu nous garde.